Ok, donc l'enregistrement est commencé. Donc si c'est bon pour toi, Mima, donc c'est Mima Galès, chargé de développement à Bruded, qui vient de parler, et je suis Guillaume Josselin, chargé de développement aussi à Bruded. Donc je vais donner la parole à Emmanuel Van Brakel, qui est administrateur de Bruded et qui est avec nous ce matin pour ce webinaire. Bien, merci beaucoup. Donc, en effet, donc Emmanuel Van Brakel, je suis maire de Bouvron, qui est une commune de Loire-Atlantique de 3200 habitants, et je suis donc administrateur au sein de Bruded. Alors, Bruded, en quelques mots, particulièrement pour les communes qui ne seraient pas encore adhérentes. Donc, c'est un réseau de partage d'expériences entre plus de 200 collectivités de Bretagne et de Loire-Atlantique qui s'engagent dans des réalisations concrètes de développement durable et solidaire. Bruded a 3 objectifs: partager les expériences par le biais de visites, de rencontres, de mise en relation d'élus, de transmission de documents. C'est ce qu'on symbolise comme étant les élus parlent aux élus. Également, donc, capitaliser les démarches et réalisations par le biais de documents de mutualisation thématique que vous avez peut-être déjà pu consulter, des fiches projets également, des vidéos. À ce titre, je vous invite vraiment à aller voir le site de Bruded, qui est une vraie mine d'or en termes de ressources. Et enfin, accompagner les expérimentations des collectivités. Donc, c'est un réseau qui s'enrichit de jour en jour, qui est vraiment fort de beaucoup d'expériences et très, très enrichissant lorsqu'on a à monter des projets. On n'a pas toujours à devoir réinventer la roue, alors qu'il y a déjà beaucoup de collectivités qui ont pu se pencher sur certains problèmes. Donc, ne pas hésiter en ce sens à solliciter Bruded si vous avez besoin d'accompagnement. Le webinaire de ce jour donc, parle de photovoltaïque. Donc, on aura des témoignages d'élus, donc la commune de Le Sourne dans le 56, avec Jean-Jacques Vidello, qui est maire de sa commune, qui va nous présenter le projet d'installation de micro-centrales photovoltaïques et d'une ombrière photovoltaïque sur un parking. Et également à Plouguerneau dans le 29, avec Marine Jacques, qui est conseillère municipale, Audrey Cousquer, qui est une ancienne conseillère municipale, et Gaël Lamère, qui est chargée de mission, qui vont nous présenter l'installation de panneaux solaires en toiture de leur cuisine centrale. Et après les témoignages d'élus, on aura également donc, la participation, donc, le lien entre projet photovoltaïque et participation citoyenne avec Youena Luguet, qui est animatrice du réseau Taranis, qu'elle vous présentera. Voilà, donc on va pouvoir démarrer avec la commune de Le Sourne. Et donc, Monsieur Vidello. Merci Emmanuel de cette présentation. Juste pour compléter le programme, on finira tout ça par un temps d'échange entre participants et puis on va essayer de garder un petit peu de temps pour qu'on puisse à chaque fois prendre vos questions et vos réponses. Après les témoignages aussi, il y aura un temps de questions-réponses. Vous pourrez intervenir et solliciter les témoins pour demander des précisions sur leur témoignage. Donc voilà, moi aussi je vais donner la parole à Jean-Jacques Vidello qui va nous présenter son projet du Sourne. C'est un projet de boucle énergétique locale qui est une réflexion globale sur les modes de production et de consommation énergétique. Et il fera un zoom sur ces projets photovoltaïques. Donc à vous, Jean-Jacques. Alors on ne vous entend pas, malgré le test qu'on a fait tout à l'heure. Toujours pas là. Il y a peut-être un petit souci avec le casque, peut-être. Casque, ça fonctionne? Là, on vous entend, ouais. D'accord. Je tendrai l'oreille par rapport au retour parce que mon son n'est pas franchement terrible sur le retour. Bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter en fait le projet que nous menons au Sourne depuis, je dirais, 2014. Je vais d'abord un peu vous présenter très rapidement la commune. C'est une commune de 2100 habitants, 1750 hectares. Elle est située donc au nord du Morbihan, à 3 km de Pontivy, sous préfecture du Morbihan, en centre-Bretagne, et on est sur l'axe RD2, donc entre Pontivy et Quimperlé. On fait partie de l'EPCI de Pontivy Communauté. Donc, pour vous présenter la démarche qui a été la nôtre, je vais vous faire une présentation des choix énergétiques, politiques énergétiques qu'on a essayé de mettre en place. D'abord, le point de départ est
est plutôt axé sur les bois de bocage, donc on est un peu loin du photovoltaïque, mais pour bien expliciter la démarche, c'est important. On est parti sur le constat que les élagages, notamment sur les routes, nous généraient des charges financières importantes, du gaspillage de ressources, puisqu'on mettait le bois au bord du talus, il restait pourrir, et ce n'était pas franchement très judicieux. On a choisi aussi d'avoir une politique environnementale qui s'inscrit dans la transition énergétique, donc décarbonation par rapport au photovoltaïque, énergie renouvelable sur justement l'économie de cette ressource en bois ou l'utilisation optimum de la ressource en bois. Une politique aussi financière et budgétaire, c'est-à-dire que dans notre idée, c'était une anticipation des hausses de prix des énergies fossiles, hausse également prévisible des abonnements et de toutes sortes de prélèvements qui viennent se rajouter sur les factures d'énergie. C'est aussi une rationalisation des usages énergétiques, notamment du chauffage, puisqu'on avait quand même des bâtiments avec des chauffages électriques pour faire un passage vers des chauffages bois. C'est un nombre d'abonnements et de points de connexion qui était important, qu'on a voulu aussi rationaliser. Et puis, le dernier point, mais qui n'est pas neutre, c'est une relocalisation de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans notre optique, c'était de dire, on veut monter en compétences pour les agents communaux, suivi justement des installations photovoltaïques, suivi de la production de chaleur, et on veut mettre en place aussi des leviers économiques, notamment vers l'agriculture. Parce qu'en achetant, par exemple, du bois de bocage, c'est aussi un petit revenu complémentaire qu'on peut mettre directement à nos producteurs locaux. L'idée, c'est un peu acheter du bois local aux paysans d'à côté que d'acheter du gaz à Poutine. Enfin, je simplifie, mais c'est un petit peu la philosophie qu'il y a derrière le projet. C'est un projet qui est plus large que le photovoltaïque. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment le focus sur la partie photovoltaïque, mais le projet lui-même, il est beaucoup plus large que ça. Ce sont des infrastructures et des réseaux mutualisés. C'est d'abord, donc, comme je l'expliquais, une chaufferie bois avec un réseau de chauffage, tout part de là. Derrière, en fait, l'idée, c'était de dire, on a des bâtiments un peu éparpillés sur une même parcelle. Donc, derrière, on peut faire un réseau électrique et de la production qu'on va mutualiser d'origine photovoltaïque. Et là, on rentre dans un concept de smart grid. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure de quoi on parle quand on parle smart grid. Assez succinctement, mais voilà. Et puis, il y a un troisième faisceau qui est rentré dans le jeu également, c'est la fibre optique. On s'est dit qu'on va percer entre les bâtiments, on va faire un réseau de chaleur, on va faire un réseau électrique, et bien on va mettre aussi une fibre optique qui va nous permettre de mutualiser les accès télécom et réseaux, de faire des économies aussi d'abonnement et de maintenance sur ce domaine-là, et en fait, derrière, de créer un réseau de collecte et de données sur la production et sur la consommation des différents fluides sur nos différents bâtiments. Et donc, en fait, notre idée derrière, c'est mutualiser les coûts sur le réseau de chaleur, sur le réseau électrique, sur le numérique, sur les locaux techniques et aussi sur les données. Alors, quels sont les bâtiments qui vont être impactés? En fait, ce n'est pas tous les bâtiments communaux de la commune, mais c'est 9 bâtiments publics autour de la mairie qui vont être impactés par ce projet. La même parcelle cadastrale, comme je le disais, donc c'est important du point de vue légal. C'est situé aussi en cœur de bourg. C'est 1,4 hectare au global de surface, non pas de bâtiment, mais de la parcelle. Et grosso modo, c'est un polygone qu'on met dans un rectangle de 150 mètres sur 150 mètres. Ça concerne la mairie, un groupe scolaire primaire et maternel, l'espace enfant, donc la garderie et puis la LSH. C'est également la future chaufferie bois. Ce qu'on appelle les armoires bretonnes, c'est un peu anecdotique, mais la commune a bénéficié, ça c'est sur le volet numérique, la commune a une connexion fibre optique jusqu'à la commune, on n'a pas la fibre jusque chez le particulier, mais on a eu une opération de montée en débit avec Mégalis. Et puis derrière, ce sont des espaces bien-être. On a 3 espaces bien-être qui sont en fait la suite d'un projet de santé qu'on a mené. Le Sourn est une commune où on a des médecins salariés, on a 4 médecins salariés sur la commune, et lorsqu'on a implanté des médecins salariés par la commune sur la commune, eh bien on a eu des professionnels de santé qui sont venus nous voir en nous disant on veut s'installer, mais on n'a pas de locaux. Et en fait, il y avait un déficit de locaux professionnels, et en fait, on a reconditionné des anciens locaux municipaux qui avaient sous-équipés, sous-utilisés, qu'on va mettre et qu'on met à disposition de professionnels et qu'on intègre en fait dans cette boucle énergétique locale et donc dans la partie électrique photovoltaïque. Alors, c'est une multiplicité de bâtisses, c'est-à-dire qu'on a une mairie qui date du 19e siècle,
On a une école rénovée dans les années 80, une école publique qui date de la fin des années 70, début des années 80. Restaurant scolaire, l'espace garderie, la médiathèque sont des créations plutôt de la fin des années 2000. Les espaces coworking, c'est plutôt les années 50-70 et sur lesquels on réintervient maintenant. Et puis, donc, la future chaufferie sera toute neuve. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu des partenaires qui se sont liés pour faire ce projet, mener à bien ce projet. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est la commune du Sournes. On a été appuyé par Pontivy Communauté, le pays de Pontivy, autour du conseil en énergie partagée. On a eu également, on a eu recours à 2 bureaux d'études pour une étude d'abord de faisabilité, puis ensuite les études techniques. Donc, 2 BE, un BE qui s'appelle Exo7, qui est situé à Guerre dans le Morbihan, sur le PA du Val-Coric, et qui lui est spécialisé sur la partie bois énergie, et System of Grid, qui est un bureau d'études de Mouilleron-le-Captif en Vendée, qui est plus sur la partie électrique et photovoltaïque. Et donc, en fait, ces 2 bureaux d'études se sont associés pour répondre à notre demande, à notre appel à projet. Derrière, sur la fibre optique, le réseau, je suis dans le domaine des télécoms, donc on va gérer en régie cette partie-là. Et la partie SIC, on a aussi l'appui de la SIC Argoat Bois Énergie, qui travaille sur le bois énergie du pays de Pontivy. On a aussi des intervenants spécialisés, Gumio Gobo, qui est un cabinet d'architecture dans le Morbihan, à Pleurmel, et Aski Ingénierie, qui est un bureau d'études structure à Haute-Goulaine, en Loire-Atlantique. Alors maintenant, on a d'autres partenaires techniques. Il y en a 2 principaux. Morbihan Énergie, donc le syndicat d'énergie du Morbihan, qui intervient sur la partie électrique. Et puis, tout à l'heure, je parlais de Smart Grid. Il faut savoir que le projet, et c'est important sur la partie photovoltaïque et sur la partie Smart Grid, est appuyé par Smile. Alors, Smile, c'est ce qu'on appelait jusque-là un cluster, mais avec la notion de Covid, ça a changé un petit peu ces mots-là, mais c'est toujours un cluster technologique qui est en fait un outil, donc ça veut dire Smart Ideas to Link Energies, c'est-à-dire les idées intelligentes pour relier l'énergie. C'est un projet collaboratif donc, qui regroupe la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Ça permet d'accompagner et de soutenir des déploiements en série de grands projets industriels régionaux en lien justement avec les smart grids, donc des systèmes énergétiques intelligents, et dans l'optique d'une valorisation en fait, des compétences au niveau européen, voire au niveau mondial. Tous les projets qui sont dans ces smart grids, donc il faut comprendre que c'est une recherche d'adéquation, de la meilleure adéquation entre la production électrique renouvelable et sa consommation, et également de mise en place de plateformes de gestion de flux de données sur l'Internet de l'énergie, d'autre part. Et donc, en fait, c'est une association qui regroupe les 2 régions, qui est pilotée par les 2 agences régionales des territoires, donc Bretagne Développement Innovation et Solution Co pour les Pays de la Loire. Et donc, en fait, voilà, c'est un partage aussi de savoir-faire et un réseau d'intervenants dans ce domaine des réseaux intelligents. Alors, sur le phasage de notre projet, en fait, on s'est positionné sur le financement d'une étude de faisabilité auprès du pays de Pontivy en 2014. L'intitulé, c'était la faisabilité des réseaux de chaleur bois et des microgrids photovoltaïques pour notre part. Début 2017, donc l'étude a été attribuée au bureau d'études System of Grid, comme je disais, Exo7. En décembre 2018, on a une restitution de l'étude de faisabilité devant le conseil municipal du Sournes, qui a conclu donc à une faisabilité OK, mais par contre, il fallait une forte recherche de financement et de subventionnement. Donc ça a été les phases 2019-2020 sur les phases de recherche de financement, et des études techniques également, parce qu'il fallait faire des études beaucoup plus approfondies avant de passer en réalisation. 2020-2021, on était sur les attributions de marchés publics, donc les marchés sont attribués, et normalement, la première réunion de lancement va avoir lieu la semaine prochaine, et on espère un démarrage des travaux mai-juin. Voilà un petit peu, grosso modo, comment ça se passe. Alors, le projet photovoltaïque, de quoi parle-t-on? En fait, c'est 5 microcentrales de production et une consommation électrique sur les bâtiments que je vous ai cités tout à l'heure, et puis en fait une revente du surplus sur le réseau et vers des opérateurs.
La méthodologie, donc, c'est voir ce qu'on a en production, voir ce qu'on a en consommation, et en fait, regarder la consommation actuelle, ou enfin plutôt ce qu'on avait au moment de l'étude, regarder les évolutions possibles de consommation qu'on peut avoir pour calculer en fait une capacité de production optimum par rapport à, pour dimensionner correctement nos centrales photovoltaïques en face de nos besoins de consommation. Sur le volet de consommation, quels sont donc les bâtiments concernés? Je vous les ai cités tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire qu'à chaque fois, on a fait une fiche, enfin, les bureaux d'études ont fait des fiches descriptives, concernant ces espaces-là, avec, je dirais, les modes de chauffage utilisés, les modes d'éclairage, les consommations actuelles. Un point important qui est en fait qui sont les usages et les places d'usage de ces bâtiments scolaires, enfin de ces bâtiments, pardon. Et au final, on est sorti donc un tableau récapitulatif en fait des abonnements électriques, des consommations annuelles. On était sur une consommation de 122 900, enfin 123 000 kilowatts annuellement, et une consommation, donc je parlais électrique là, et une consommation de gaz de 105 000 kilowatts annuels. Et donc en fait, derrière, il a fallu regarder les évolutions possibles des bâtiments, les économies possibles, le renforcement de l'isolation, ça c'est la première des choses, les changements de mode de chauffage par exemple. Comme je disais tout à l'heure, la mairie était un bâtiment du 19e siècle rénové dans les années 80, donc sur un mode de chauffage électrique, et on va la faire basculer vers le bois énergie. Donc tout de suite, on va abaisser nos consommations d'électricité. On avait une ancienne cantine, un ancien restaurant scolaire qu'on a converti en espace de bien-être. Donc là, c'est des kinés qui viennent de s'installer dans ce local-là. Eh bien là, l'électrique, on a converti un chauffage électrique vers du bois énergie, du réseau de chaleur. On a fait du relamping, c'est-à-dire, c'est un gros mot pour dire simplement qu'on a revu les éclairages avec une étude d'éclairage des locaux, les positionnements de lampes, de puissance, et puis des évolutions d'usage. Donc, par exemple, on pense agrandir la médiathèque, on a intégré dans notre étude de consommation l'agrandissement de cette médiathèque. Qu'est-ce qu'on allait aussi bien en chaleur qu'en éclairage? On a, comme tout à l'heure, je vous parlais de l'espace coworking, et donc on a une disparition d'une salle associative. On va passer d'un usage associatif essentiellement le soir et le week-end vers un usage qui est plus tertiaire dans la journée. Après, on a un bilan d'évolution. Donc, tout à l'heure, je vous citais 123 000 kilowatts de consommation électrique annuelle. On a un objectif de réduction à 102 000 kilowatts, y compris avec les augmentations d'usage qu'il peut y avoir quand même. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de tous ces chiffres. Si besoin, on peut les partager. Mais voilà, grosso modo, les objectifs qu'on s'est fixés. Derrière, sur la partie production, il a fallu détecter au fait le potentiel solaire, c'est-à-dire regarder les toitures utilisables, regarder si elles étaient bien orientées, si elles étaient sans ombre, et regarder où est-ce qu'on pouvait positionner des ombrières, notamment sur les parkings, ou bien sur des espaces de circulation. Également, regarder donc le critère d'orientation, parce que c'est pas le tout, il faut que tout ça soit bien orienté. Étudier aussi les structures, parce qu'il faut que les structures de charpente, notamment sur les couvertures des bâtiments existants ou à construire, soient suffisantes pour accueillir le surplus du poids du photovoltaïque. Étudier les structures aussi des ombrières, et pour un plan, donc la structure elle-même de l'ombrière, c'est une charpente métallique, et également, au-delà de la structure d'ombrière, étudier les études de sol pour l'implantation des supports de ces structures, des blocs béton en gros. Voilà, alors les bureaux d'études sont partis sur l'élimination des points de production qui étaient trop coûteux. Par exemple, l'ancienne cantine, elle avait une toiture qui était bien orientée, mais par contre, il y avait une zone d'ombre venant de la mairie, ce qui a fait qu'elle a été éliminée. La mairie, ce sont des toitures qui sont trop petites et avec des ombres portées. Et puis, surtout, il y a eu un refus de toucher à l'esthétique de la part d'une décision des conseillers municipaux collégialement qui ont dit non, on ne touche pas à l'esthétique du bâtiment du 19e siècle, on ne met pas de panneaux photovoltaïques. Il y a eu la toiture de l'école qui, là, nous a montré qu'il nous fallait un trop gros coup de renforcement de la structure. Donc, ça a été abandonné. Le parking ouest de la mairie, par exemple, n'a pas été retenu parce que les élus ont jugé que ça allait impacter l'esthétique globale de la mairie. Donc, on a préféré utiliser le parking est et non pas le parking ouest. Le parking de la médiathèque, c'est pareil, c'est un problème d'esthétique.
on ne voyait plus la médiathèque derrière, et donc en fait on gâchait un petit peu un bâtiment assez sympa des années 2000. On avait un cheminement doux qui aurait pu être utilisé aussi avec, disons, une couverture photovoltaïque. Et puis là, ça posait un problème d'esthétique parce que les gens ne voulaient pas artificialiser un sol qui était semi-naturel. Et puis, il y avait un problème de dénivelé, c'est-à-dire qu'on avait des difficultés pour acheminer les engins pour poser ces structures et puis les panneaux. Et derrière, en fait, on avait une structure aussi porteuse qui était trop complexe à réaliser parce qu'il y avait des dénivelés. Et puis, il y avait des réseaux qui passaient en dessous, justement, et ça faisait trop de complexité sur cette partie-là et de créer une autre structure, une autre microcentrale à cet endroit-là. Ensuite, on est allé voir l'adéquation entre les plages de production et de consommation. En fait, le but n'est pas de produire pour vendre, c'est bien de produire pour autoconsommer. Ne pas produire trop, et surdimensionner l'installation. L'idée, c'est plutôt d'étudier les appels d'énergie électrique selon les moments de l'année. Je prends par exemple la mairie. L'hiver, on a un éclairage et on a un chauffage. Donc, on a de l'appel de puissance qui est très différent en janvier d'en août. On a un changement de mode de chauffage, comme disait tout à l'heure. Donc, on va fatalement avoir une réduction de la consommation électrique. On a des appels de puissance qui sont sur 5 jours, les jours d'ouverture de la mairie, alors qu'on a une production potentielle sur 7 jours, selon l'ensoleillement. Donc voilà, il faut mettre tout ça en phase. Et il faut étudier aussi donc, le potentiel de production simultanée avec l'usage de chaque bâtiment selon les tranches horaires, selon les usages, et au global de l'ensemble des zones de production avec la totalité des productions des consommations selon les tranches horaires. Donc tout ça, c'est des gros calculs qui ont été intégrés par les bureaux d'études pour, particulièrement System of Grid, pour nous donner un dimensionnement des centrales, des microcentrales. Ensuite, sur l'installation... 3 minutes, Jean-Jacques. Pardon ? Il vous reste environ 2-3 minutes pour finir le témoignage. D'accord, je vais essayer de tenir. Derrière ça, donc l'installation photovoltaïque, en fait, il y a 2 types de structures. Des toitures, des installations sur les bâtiments en structure et des ombrières. Ensuite, on a une localisation, sur un espace de coworking avec renforcement de charpente et renouvellement de toiture. On s'est dit, on va renouveler la toiture, on renforce la charpente, on renouvelle la toiture et on fait également l'installation photovoltaïque. L'espace d'enfant nécessite un renforcement de charpente et également la chaufferie. Comme c'est un nouveau bâtiment, on va intégrer dans le calcul de structure le photovoltaïque. Derrière ça, les ombrières, sur le préau scolaire. Le préau scolaire est remplacé par une ombrière, ainsi qu'une ombrière qu'on crée sur un parking. Voilà les 5 micro-centrales qui vont venir se connecter sur notre grid. Alors, les caractéristiques techniques, on est sur 75,64 kW crête, répartis grosso modo avec 3 centrales à 9, une à 6, une à 9 et une à 10, donc sur les logements, la toiture de la chaudière et l'espace enfant. Le vent du groupe scolaire qui est à 18 kW crête et l'ombrière du parking qui est à 31 kW crête. Grosso modo, ça fait une production moyenne par site et par an aux alentours de 2000 kWh en moyenne. On a choisi des panneaux solaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a choisi un type de panneau solaire un tout petit peu plus coûteux qui utilise ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire ils sont double face et ils utilisent le réfléchissement, la réverbération du sol pour produire un tout petit peu plus. Ça, c'est juste sur les ombrières, par contre. Je dois parler un petit peu du financement parce que je pense que ça va intéresser. Par contre, je vais avoir du mal à distinguer toute la partie photovoltaïque du reste du projet. Je vais vous parler de l'ensemble du projet. Le projet est à 770 000 euros sur la globalité du projet avec un financement de différents partenaires. Donc là, on a provisionné 120 000 de DETR, donc on est à 15% du projet. 50 000 de leader, donc on est à 50 000 euros, on est à 6%, 6,5% du projet. Là, on a des fonds régionaux en commission unique de programmation à 73 000 euros, donc c'est 10% à peu près. L'appel à projet de Smile nous finance à 92 000 euros, c'est 12%.
Les fonds de concours, alors ça, c'est une particularité de Pontivy Communauté. On va réussir à passer sur 2 niveaux de fonds de concours pour un total de 180 000 euros à peu près, 18% du projet globalement. Enfin, non, plus que ça, 22%. Zut, là, je me suis embrouillé. Non, c'est 18% et c'est plutôt 130 000 euros, pardon. Je pourrais partager ce détail du plan de financement. Ensuite, sur la partie dépenses, donc on a prévu 35 000 environ d'euros de relamping, l'isolation des bâtiments pour 20 000 euros. Alors le photovoltaïque, vraiment les panneaux, on est à 133 000 euros. Le génie civil, on est à 100 000 euros, mais on sera un peu davantage. Le process bois, on est à 80 000 euros. L'hydraulique et l'électricité, 130. Le réseau de chaleur, 71 000. Le réseau électrique, 32 000. Les études, on a pour 75 000 euros d'études. Et les structures, on est à 80 000 euros sur la partie ombrière et on est à 15 000 euros sur les renforcements de charpente. Donc, total de 770 000 euros. Alors, si je dois parler des difficultés rencontrées… On va conclure peut-être, Jean-Jacques, et puis peut-être on complétera avec les questions. D'accord. Je vous laisse conclure quand même le témoignage. On ne vous entend plus, je pense. On ne vous entend plus, Jean-Jacques. Je dois continuer ? Oui. Alors, je continue parce qu'on arrive vraiment à la fin là. Donc, sur les difficultés rencontrées, c'est en fait la durée du projet, parce que vous voyez, c'est un projet qui a démarré en 2014. C'est un projet qui est complexe, il est technique, multiplicité des acteurs. J'ai fait 8 présentations de ce dossier pour avoir des financements différents. Une complexité des 3 boucles. C'est difficile, donc, dans le cadre d'un projet photovoltaïque, de vous présenter la spécificité photovoltaïque parce que c'est un projet beaucoup plus important. On a des marchés infructueux aussi. Le terrassement, le gros œuvre ont été liés, donc les entreprises n'ont pas voulu répondre. On a des difficultés, toutes les communes le savent, avec les entreprises du bâtiment et puis les cahiers les plans de charge qui sont chargés, justement. Et puis, un des travaux importants qui reste à faire et qui est important, c'est les flux financiers pour justement faire manager le budget annexe, les subventions. Et c'est un gros travail qui va s'atteler entre la DGF, la DGS, pardon, ma DGS, et la DGFIP, les finances publiques, pour bien cadrer l'aspect de flux financiers récurrents dans le mode de fonctionnement du projet. Et puis, en fait, ce projet, c'est un appel en fait à d'autres petites choses qui vont se lancer. Donc, il va falloir qu'on construise une filière d'appro-bois. On va s'appuyer d'abord sur une SIC, mais notre but, c'est de construire une filière d'appro-bois très locale. C'est aussi de regarder vers le stockage d'électricité, parce qu'en fait, on aura des données qui vont revenir avec la production, la consommation, et on va engranger ces données de production-consommation et puis anticiper nos besoins et voir si on peut calibrer un outil de stockage pour lisser encore et éviter justement de faire appel à des fournisseurs extérieurs. On va réduire, on espère avec ces données aussi réduire les besoins de consommation, agir sur le gaspillage et puis utiliser potentiellement d'autres consommations, en fait, utiliser potentiellement d'autres sites qu'on a repérés mais qu'on n'a pas utilisés pour d'autres buts. Et puis derrière, on a un gros volet. Le gros volet de ce projet, c'est de la pédagogie, de l'éducation vers le développement durable, l'initiation à l'écologie, au développement durable vers les scolaires, les étudiants, vers tous les âges, la pédagogie et l'éducation populaire autour des sciences et techniques, ça nous tient à cœur. C'est une plateforme d'études aussi pour offrir des stages, par exemple, aux étudiants. On pense notamment à l'UBS, l'Université de Bretagne Sud. Et c'est un partage aussi avec vous, par exemple, les collectivités locales et les professionnels de l'énergie. Voilà un petit peu le projet dressé, je dirais, à très, très gros traits. Et j'espère que j'ai répondu à l'attente de Bruded au moins. Et puis, en attendant vos questions. Merci, Jean-Jacques. Alors, on voit bien que le projet est très complexe et c'est très difficile de concentrer cette présentation en si peu de temps. Malgré tout, ça nous a permis de voir un peu le rôle que peut avoir le photovoltaïque dans un projet un peu plus beaucoup plus global de réflexion sur les consommations et les productions d'énergie, d'électricité localement.
On va s'accorder 5 minutes d'échange avec Jean-Jacques là, pour préciser des points sur son projet, ou voilà, on peut attendre quelques remarques. Je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le fil de discussion. Il y a Julien Rioux, qui est chargé de mission au Pays des Vallons-de-Vilaine, qui demande quelle animation prévue notamment pour sensibiliser les usagers des bâtiments. Est-ce que Jean-Jacques, tu peux... Excusez-moi, j'ai un petit souci de micro. Pour le moment, on n'est pas parti sur... on est vraiment dans la conception et dans la technique. Et on n'est pas vraiment parti sur la communication. C'est pas encore, on n'a pas lancé encore les choses. Puis on est vraiment dans les phases de réalisation. Donc on va collecter par l'intermédiaire de notre de notre animateur multimédia et d'un certain nombre d'intervenants, je dirais des photos de réalisation, des choses comme ça, dans tous les domaines, des graphiques, voilà. Et pour justement ensuite rentrer dans la phase de sensibilisation et d'aller vers les usagers, vers nos concitoyens, parce qu'on a un devoir aussi de restitution de l'engagement public qu'on a. Enfin, voilà, c'est ça qui est important, quoi. Alors, je vois une deuxième question derrière. Oui, alors on avait avant une question, il y avait Monsieur Ardouin qui de Nous Voit Tout, qui avait posé les questions directement, qui m'avait directement posé les questions. Du coup, je vois qu'il lève la main. Peut-être on peut l'inviter à prendre la parole et à vous poser directement la question. Allez-y, je vous invite à poser votre question. Oui, bonjour. Donc, sur Nous Voit Tous, commune de 3200 habitants, on a également ces projets d'une ombrière sur un parking et de panneaux solaires sur le toit d'un CTM, bâtiment qui sera, lui, tout neuf, donc il va être prévu d'entrée de jeu avec toute la structure. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut que la commune investisse pour toucher des dividendes dans quelques années? Alors, retour sur investissement, c'était une des questions. Au bout de combien de temps vous allez retrouver vos 770 000 euros? Et ou faire prendre en charge toutes ces installations par Énergie-V, qui peut tout installer à ses frais. Et nous, après, effectivement, on ne touche pas grand-chose, mais il y a cette image de production photovoltaïque. Et puis la dernière question, ça concerne le bois, la chaufferie bois. On a pu avoir des retours d'expérience déjà sur les chaufferies bois, qui représentent quand même une exploitation assez lourde. Et comment est-ce que les équipes municipales assument tout ça, soit en phase étude, qu'en exploitation derrière? On ne vous entend pas, Jean-Jacques. Toujours. Voilà, j'avais coupé le micro, je suis désolé. Sur la partie retour sur investissement et dividendes, nous, on n'est pas dans cette logique de dividendes. En fait, le calcul que l'on a fait sur l'aspect rentabilité, c'est de se dire que d'un côté, de toute façon, on va devoir dépenser des sommes d'argent pour acquérir. Si on reste dans l'état actuel, on a toujours nos abonnements gaz, on a toujours nos abonnements électricité à payer et nos consommations derrière. Et on a calculé en fait sur 20 ans ce que ça allait représenter en prenant un ratio, si vous voulez, d'augmentation de l'énergie. Et on sait la somme qu'on va dépenser. On sait aussi que en tant que collectivité locale, là-dessus, nos DGF sont en train de baisser. Donc, derrière, on va perdre... c'est dans nos comptes de fonctionnement. Et par contre, on est aidé sur l'investissement. Et vous avez vu finalement, c'est pas 770 000 euros 770 000 euros qu'on va dépenser. Si on prend la collectivité Le Sourn, dépense, je crois que c'est 230 000 euros au final, voire même peut-être moins si on arrive à avoir plus de subventions. Alors oui, il y a une dépense globale de 750 000, mais pas pour la commune. Ce qui veut dire qu'on aurait 750 000 à dépenser de toute façon si on prend sur 20 ans la consommation qu'on aurait à acheter aux fournisseurs si on restait dans l'état actuel. Par contre, là, on va dépenser 230 000 euros. Donc, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même somme et l'économie, elle est là. Mais par contre, on ne réagit pas comme lorsqu'on demande à un producteur, à un opérateur de venir mettre des panneaux photovoltaïques. C'est pour ça que nous, on a tout géré en interne. Parce que si on demande à un opérateur, lui, il va revendre, en fait, ailleurs. Et oui, on touche des revenus, mais pas... on n'abaisse pas en fait nos consommations et c'est pour ça qu'on a aussi, je réponds à une autre question qui était à côté tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a dimensionné sur notre autoconsommation et non pas sur une production pour faire du surplus de production.
On revendra notre surplus parce qu'il est produit, mais notre objectif n'est pas de produire pour vendre, il est bien de produire pour consommer et autoconsommer. Voilà un petit peu la logique qu'il y a derrière. Juste, je me permets juste d'intervenir, je vois le timing, je vois que vous avez répondu à la question de Marie Picolin de Saint-Brolard. Je vois qu'il y a une autre question de Rochefort-en-Terre, mais qui peut-être pourrait être posée dans les temps d'échange en deuxième partie. Si vous voulez bien, plus pour tenir le timing, Guillaume, je ne sais pas si tu prends une autre question plus spécifiquement sur le projet du Sourn ou si, voilà, je te laisse. Ouais, alors du coup, je pense qu'on va juste poser peut-être une toute petite dernière question pour aussi répondre à Marie Picolin, et puis après, on va passer à autre chose. Mais là, je vais demander une réponse vraiment brève. Elle demande si toute la maintenance sera gérée par les agents communaux. Alors oui, là, alors pas toute la maintenance parce qu'on va prendre des contrats de maintenance, c'est sûr, mais par contre, il y aura une montée en compétences par les agents communaux, notamment sur la chaufferie. Et donc, en fait, on a déjà une personne des bâtiments qui est en fait un plombier chauffagiste qu'on va faire monter en compétences. Enfin, on fait monter les agents communaux en compétences, c'est sûr. Ok. Bon, merci Jean-Jacques Videlot de ce témoignage qui est très complet et inspirant. Alors malgré tout, on est tenu par ce timing. Donc on va passer au témoignage numéro 2, qui est la commune de Plouguerneau, qui elle aussi a une démarche assez globale sur on va dire, les réflexions de consommation et de production d'énergie, qui est aussi assez ancienne, puisqu'elle a démarré au début du dernier mandat. Et aujourd'hui, en fait, Marine Jacques, qui est conseillère municipale déléguée à la transition écologique, et Gaël Amer, qui est chargée de mission à Énergence, l'agence de l'énergie du climat du Pays de Brest, vont nous présenter plus spécifiquement leur projet de cantine centrale qui a été mis en service à la rentrée dernière, en 2020, et qui a des panneaux photovoltaïques en toiture pour de l'autoconsommation. Je vais leur laisser la parole. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on vous entend bien. Par contre, alors, le partage d'écran arrive, ça y est, on l'a. Est-ce que Gaëlla Mère est aussi avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va faire une présentation à deux voix. Je vais commencer. Donc, moi, je suis Marine Jacques, je suis conseillère déléguée à la transition écologique. Alors, je précise déjà, je n'étais pas là au dernier mandat, donc le projet a été beaucoup réfléchi au dernier mandat, mis en service au début de ce mandat. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Si jamais, et puis Gaëlla a suivi surtout le projet au dernier mandat. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux toujours aller chercher après et puis répondre après le webinaire si besoin. Donc, Plouguerneau est une commune du Nord Finistère, dans le pays des Abers. On porte 6600 habitants. On a 43 km² de superficie et on a la particularité d'avoir le plus long littoral de France, qui fait 45 km. Je m'excuse de vous interrompre, Oui. Marine. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres participants, mais moi, je vous entends avec un son très haché. Alors, peut-être que le flux de vidéo et du support est compliqué. Ce que je vous propose, c'est éventuellement que nous, on projette, enfin, si ça vous va, pour qu'on vous entende bien distinctement. Est-ce que ça peut vous aller que nous, on partage votre présentation pour qu'on vous entende le mieux possible? Je vous propose, du coup, je vous propose ça. Je vous propose de quitter votre partage et je vais partager je vais partager votre présentation. Vous me direz quand bouger le slide. Voilà, et peut-être couper la vidéo, effectivement, pour qu'on vous entende le mieux possible. Alors, du coup, de mon côté, je dis que votre présentation, c'est ça. On peut peut-être poursuivre la présentation de la commune. Hein. Oui, allez-y. Hein. Alors, vous allez me dire… Rapidement, du coup, alors, on est adhérent à peut-être depuis le dernier mandat, 2014. Et lors du dernier mandat aussi, il a été acté de devenir membre d'Émergence. Donc, Émergence, qui est l'agence énergie climat du Pays de Brest, et donc qui est présentée aujourd'hui par Gaëlla. Gaëlla nous fournit un conseil en énergie partagée, ce qui nous permet d'avoir une évaluation annuelle de notre consommation énergétique et en eau également.
Et donc, on va voir, voilà, Gaëla vous expliquera un peu les détails techniques tout à l'heure, mais on verra que le conseil en énergie partagée a été vraiment central dans ce projet photovoltaïque. Donc, je voulais aussi vous présenter rapidement le contexte. Je vais passer à la diapo suivante. Alors, comment je fais ça? Tac. C'est pas très simple. Contexte politique, en fait, parce que le projet, donc, c'est une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la cuisine municipale. Et ça s'inscrit en fait dans notre politique sur l'alimentation. Rapidement, lors du dernier mandat, on a eu envie d'aller plus vers une alimentation locale et durable dans les cantines. Et donc, en orientant les commandes publiques, en essayant d'avoir plus de bio, particulièrement. Après un appel à projet, la commune est devenue membre du réseau Cantine durable territoire engagé. Donc, un appel à projet lancé par la commune de Caen-Sartoux, dans le sud de la France, depuis 2019. Et ce réseau va nous permettre de mettre en place un plan d'alimentation territoriale. Et donc, le projet de cuisine municipale, il vient dans ce contexte-là, parce que on a dû réfléchir à ce moment-là à un changement de bâtiment en fait, pour la cuisine municipale. Je vais passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. En fait, la cuisine municipale était vieillissante, elle datait de 88. La réflexion du coup politique a été de savoir si on conservait cette cuisine en régie ou bien si on privatisait tout ça. Le contexte important pour nous de conserver la main sur la qualité de ce qu'on proposait dans cette cuisine, eh bien, on a évidemment décidé de conserver la maîtrise et de construire un nouvel outil ailleurs. Donc, on est parti complètement sur une construction neuve. Et grâce à cela, alors, la cuisine produisait 600 repas. Le but, c'était de monter à 1000 repas par jour. Monter la capacité de production, en plus d'avoir de nouveaux aménagements, enfin, voilà, une unité de surgélation, des mettre sous vide, etc. Ce qui nécessitait du coup davantage de consommation électrique. Grâce à Énergence et à son bilan annuel énergétique, on savait qu'on avait une consommation pour cette cuisine de 17 000 € qui fonctionnait à l'électricité et au propane, et la prévision de faire tous les nouvelles installations et l'augmentation de la capacité de production à 28 000 € en partant sur du tout électrique. Voilà. Donc, je vais passer du coup à la partie plus discussion sur le photovoltaïque. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. C'est assez difficile de suivre. Là, le son, il reste très... Ouais, je suis désolée. Je sais que j'ai des problèmes de connexion. Ouais. Est-ce que Gaëla pourrait prendre la suite? Peut-être Gaëla peut prendre la suite si elle veut bien. Désolée, Marine. Non, il n'y a pas de souci. C'est moi, je suis désolée si vous n'avez pas entendu. C'est bon, vous m'entendez ici? C'est bon. Ok. Donc oui, comme Marine le disait, donc moi je suis la conseillère en énergie partagée de la commune. Donc je travaille à Énergence, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Brest. Donc le dispositif de conseil en énergie partagée, je pense que vous connaissez à peu près tous, hein, c'est disponible à peu près sur tout le territoire breton, mais on partage les compétences d'un conseiller énergie entre plusieurs collectivités qui n'ont pas de service énergie dédié. Donc, le service il peut être porté par une ALEC, comme c'est le cas sur Brest, mais par un syndicat d'énergie ou un pays, ça dépend des territoires. Et donc, comme le disait Marine, donc, il y a un suivi des consommations d'énergie qui est fait, qui permet de prioriser aussi les travaux qui vont être mis en place en repérant des bâtiments qui sont fortement consommateurs. Et la commune peut aussi nous associer dès qu'il y a un projet de rénovation ou de construction, qui a été le cas du coup ici pour ce projet de cuisine centrale. Donc les premières réunions avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, ça remonte à 2017.
Donc, ils m'ont associé à ce projet. C'est vrai qu'une cuisine centrale, c'est un bâtiment avec un usage un peu atypique. Donc, il n'y a pas de réglementation thermique qui s'applique sur ce type de bâtiment, avec cet usage un petit peu différent. C'est vrai que sur ces bâtiments, il y a le gros des consommations, ce n'est pas sur, on va dire, la thermique du bâtiment, mais c'est vraiment sur les usages qui sont liés au process pour la cuisine. Mais il y a quand même eu une volonté, avant de se pencher sur les énergies renouvelables, c'est ce auquel on accompagne aussi les communes, c'est de réfléchir d'abord à réduire les besoins d'énergie. Donc, il y a eu un travail qui a été fait pour essayer d'avoir l'enveloppe la plus performante possible sur ce bâtiment pour réduire les usages. Donc, il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été utilisés, que j'ai préconisé pour accompagner la commune. Donc, il y a la simulation thermique dynamique. Donc là, c'est un outil donc, qui va être utilisé par le BE Fluide, le bureau d'études fluides, pardon, qui travaillait sur ce projet, où on va modéliser le bâtiment, donc toutes les parois. On va aussi modéliser quels sont les usages dans le temps, quels sont voilà, l'occupation, comment va vivre ce bâtiment en fait dans le temps, qui a permis d'optimiser les premières préconisations qui étaient faites sur l'isolation, par exemple de l'enveloppe. On peut voir, voilà, en augmentant un petit peu le niveau d'isolation, quels vont être les gains en termes de consommation d'énergie. Donc voilà, donc cet outil a été très bien utilisé. Il y a également une étude en coût global qui a été faite. Donc ça, c'est pour inciter les collectivités à ne pas voir que l'investissement du bâtiment, mais essayer de voir sur la durée de vie du bâtiment, justement, quels vont être les process qui vont être le plus efficaces et le moins coûteux sur toute la durée de vie du projet. Donc, ces calculs, ils ont permis de pouvoir comparer différentes solutions pour le chauffage, par exemple, pour la ventilation, et de donner voilà, vraiment des éléments d'aide à la décision pour que la commune de Plouguerneau puisse choisir quel va être le mode de chauffage utilisé, par exemple. Donc, ces études, elles ont été financées en grande partie par l'ADEME. Donc, une fois qu'on a travaillé comme ça sur la réduction des besoins et qu'on a choisi les process qui allaient être utilisés, comme disait Marine, il y a beaucoup de choses qui vont utiliser de l'électricité. Donc, il y a un choix de la commune de Plouguerneau de pouvoir quand même utiliser à chaque fois des énergies renouvelables dans ces projets. Là, on parle du photovoltaïque, mais il y a du solaire thermique, par exemple, qui a été installé sur un bâtiment. Il y a une réflexion aussi en cours sur le bois énergie. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté à chaque fois qu'il y a un projet d'essayer de voir comment on peut intégrer les renouvelables dans le projet. Donc il y a eu différents scénarios qui ont été étudiés, toujours par le bureau d'études qui travaillait là-dessus. On parlait tout à l'heure de l'autoconsommation. Pour aller vers ce choix-là, il faut vraiment modéliser quels sont les besoins du bâtiment dans le temps, et essayer de voir en face quelle sera la production qui aura lieu. Donc, il y a eu différents scénarios qui ont été étudiés, avec différents modèles aussi, parce qu'on pourrait décider d'installer, par exemple, le maximum de panneaux et de vendre l'électricité au réseau, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. La commune, il y a vraiment ce choix, cette volonté de circuit court, un peu, de pouvoir consommer ce que l'on produit. Et donc, à partir de là, comme le disait l'intervenant, M. Videlot, je crois, l'intervenant précédent, il faut vraiment pouvoir maximiser l'autoconsommation qui va être faite. Voilà, donc cette option photovoltaïque a été validée à l'unanimité par la commune de Plouguerneau. On peut passer. Voilà, donc quelques aspects techniques. Donc, c'est une installation de 36 kW crête, donc c'est une petite installation dont l'investissement est un peu moins de 50 000 €. Alors, sur ce modèle-là, d'une installation comme ça, où on va autoconsommer et vendre le surplus, le modèle, il fait qu'on a une prime aussi qui est versée par EDF Obligation d'achat, à qui on va vendre le surplus. Donc, il y a une petite prime de 6 000 € sur ce projet. Et puis après, on va rembourser entre guillemets l'investissement en autoconsommant. On est en hors taxe.
Voilà, donc sur ce projet, on a 80% de l'électricité qui sera produite par les panneaux qui va être consommée directement par la cuisine. Donc ça représente 17% des besoins. Mais c'est vraiment important quand on est sur ce modèle d'avoir un fort taux d'autoconsommation en tout cas. Et on parlait tout à l'heure de retour sur investissement. Là, les calculs, parce que l'installation, elle vient juste d'être mise en route. Hein, donc, la cantine, elle a démarré en septembre dernier. Mais par contre, les panneaux solaires, le raccordement, il s'est fait juste là en janvier. Donc, on n'a pas les premiers retours sur la production réelle. Mais logiquement, on a un temps de retour sur investissement pour la commune de 13 ans. Et, comme je le disais tout à l'heure, donc le surplus, il est revendu à EDF, obligation d'achat, mais il y a la volonté de pouvoir après mettre ce contrat à Enercop parce que la commune a beaucoup de ces contrats aussi en consommation qui sont chez Enercop, dont ce bâtiment. Donc il y a une volonté de pouvoir après vendre le surplus à Enercop. Voilà pour les très rapidement pour les aspects techniques de ce bâtiment, de ce projet. Je ne sais pas si Marine, tu as des choses quand même à rajouter ou... Non, c'est très bien. Merci, Gaëla. Il me semble qu'il y avait des choix qui avaient été faits sur la surface installée par rapport au fait que si vous dépassiez une certaine surface, vous changiez de catégorie et ça, du coup, ça vous a aussi amené à réduire la surface installée, quoi. Ouais, il y a les deux aspects. Donc, en effet, comme le disait l'intervenant précédent, quand on part sur cette solution d'autoconsommation, de toute façon, on va se caler sur quels sont les besoins du bâtiment. Donc, on va être amené à avoir une surface plus petite qu'en effet, si on partait sur la solution de vente totale. Et en plus, en effet, sur le photovoltaïque, il y a des tranches, en fait, sur lesquelles on va pouvoir jouer. On a un tarif d'achat et une prime à l'investissement qui va être différente selon la tranche dans laquelle on est en puissance. Donc, en effet, là, on a maximisé, on est allé en 36 kW crête. Alors, il y a quelques questions dans le chat, Guillaume, si tu veux les... Hein, okay. Alors, il y a une remarque de Jean Roussel de Ploulec qui dit 47 000 € pour 36 kW crête, c'est cher. Est-ce que Gaëla, tu as une remarque? Alors, en fait, pour tout vous dire, ça, c'était la prévision du bureau d'études. Je ne sais pas, je ne sais pas quel est le coût réel de l'installation. En tout cas, c'était ce qui était prévu. Alors, ça comprenait aussi le raccordement. En fait, c'est vraiment tout compris, mais ouais. Ok. Donc, je ne sais pas. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat. Qui est l'objectif d'autoconsommation, c'est Jean-Laurent Hamon de Plougonvin qui dit l'objectif d'autoconsommation ne serait-il pas pénalisant économiquement? C'est des questions assez précises. Hein. Là, en tout cas, il y a eu différentes solutions justement qui ont été étudiées et l'autoconsommation était plus avantageuse financièrement pour la commune que la vente totale. Alors après, peut-être que ça provient aussi du fait que là, on est sur un bâtiment aussi qui est alimenté par Enercop, qui coûte un peu plus cher aussi. Donc, ça avantage d'autant plus l'autoconsommation. Ok, et du coup, c'est ce qui a aussi été dit par Marine, là on n'entendait pas forcément très bien, mais que c'était, ou c'est toi peut-être Gaëla qui l'a dit, que c'était aussi un choix de la commune de faire de l'autoconsommation dans une approche pédagogique aussi, quoi. Ouais. Il y a une autre question de Ploulec qui est quel est le reste à charge de la commune? Je ne sais pas si tu auras la réponse, Marine ou Gaëla. Non, là, je n'ai pas la réponse comme ça. Alors, sur l'installation, en effet, il y a une prime à l'investissement, mais ça qui est réglementaire de 6 100 € sur cette installation. Après, ce projet, il a bénéficié globalement d'aide, mais je n'ai pas les montants. Il y a une autre question assez précise aussi sur les dépenses. Donc, là, visiblement, vous n'aurez pas forcément les réponses, mais est-ce que dans les 47 000 €, il y a peut-être aussi les investissements pour les locaux techniques? Ouais, c'est possible, je ne saurais pas répondre. Ouais. J'ai pas l'impression que ça concerne les locaux techniques, j'ai l'impression que ça concerne
simplement les panneaux. Dans le document de maîtrise d'œuvre que j'ai sous les yeux, on ne parle pas de local technique, non. C'est vraiment l'installation photovoltaïque qui est concernée. Bon, Marine, je suis désolé, mais on t'entend vraiment très mal. Ok, désolé. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou remarques ou, voilà, au témoignage de Plouguerneau? N'hésitez pas à lever la main ou écrire votre question sur le chat. En attendant les questions, j'ai partagé des liens sur le site de Bruded qui capitalise déjà une partie de l'expérience de Plouguerneau. Évidemment, ces liens là qui sont indiqués dans le chat vous seront renvoyés avec les éléments de compte-rendu et de présentation par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais... Donc, effectivement, s'il y a des questions, je vous invite à vous manifester. Puis s'il n'y a pas de questions, bah, on va passer à la suite. Et puis comme il y a un temps d'échange sur la deuxième partie du webinaire, ben, vous pourrez toujours revenir vers Gaëla ou Marine pour les interroger. Alors, il y a quand même une dernière question par Bretagne, Christophe Bénard, qui dit: y a-t-il eu un besoin de construction d'un réseau spécifique pour l'autoconsommation? C'est une question assez technique encore. Non, enfin, non, il n'y a pas de. Là, c'est vraiment autoconsommation juste pour le bâtiment, hein. On n'est pas sur l'autoconsommation collective, donc non, c'est juste pour le bâtiment. Merci Gaëla, merci Marine pour ce témoignage. Donc on va passer à la partie suivante qui est un point qui va nous être présenté par Amandine Lotti du réseau Taranis, qui est un point sur les projets photovoltaïques avec participation citoyenne. Là, on a vu que ce n'était pas forcément les choix qui avaient été retenus, mais Taranis va nous montrer que les projets photovoltaïques peuvent être aussi un support de mobilisation citoyenne. Voilà, je vais te laisser la parole, Amandine. Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est chouette. Donc, merci Bruded de nous avoir sollicité pour cette intervention. On va aborder un autre aspect du coup des projets photovoltaïques et on vous proposait de commencer par une petite vidéo donc, qui présentait les choses et puis de revenir vers vous avec une présentation. Mima, je crois que c'était toi qui l'as lancé. Merci beaucoup. C'est ça. Je vais essayer que ça se passe bien. Je vous demande un petit instant. C'est une vidéo qui va durer un peu plus de 3 minutes. Ah, ça commence mal. Oui. Évidemment, ça y est, elle était calée, mais je ne sais pas pourquoi elle s'est décalée. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Alors, elle était calée à l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux prendre le relais et on met la vidéo plus tard si tu oui. souhaites. Ok, alors du coup, je vais vous partager mon écran du coup. Oui, je t'arrête ça. Et les fenêtres apparaissent et disparaissent. Hop, il faut juste que je trouve la bonne présentation. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. On le voit, Amandine. Ok, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bon partage d'écran. Excusez-moi, je recommence. Voilà. Là, pour moi, ça semble être bon cette fois. Pardon, hein, la technologie nous échappe de temps en temps. Donc, moi, je travaille pour le réseau Taranis, qui est le réseau breton qui accompagne les citoyens et les collectivités au développement des énergies renouvelables. Et en Pays de la Loire, c'est le réseau Récit. Et donc, on voulait vous présenter les projets citoyens et ce nouveau modèle qui a maintenant une dizaine d'années et qui se développe en Bretagne depuis une dizaine d'années. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen? C'est des habitants comme vous et moi, les collectivités qui peuvent être partie prenante,
qui se regroupent pour monter une société ou une coopérative de production d'énergie. Donc, elle développe le projet et surtout, elle le finance. Et donc, à un moment, on construit l'installation qui permet de revendre l'électricité au réseau. On est peu sur le modèle d'autoconsommation en général, même si on a des exemples. Dans la petite vidéo, on pourra vous en montrer un. Et donc, du coup, l'électricité est revendue aux fournisseurs, ce qui génère des revenus à la société. Les dividendes, très faibles en photovoltaïque, c'est bien plus intéressant économiquement l'éolien, par exemple, ou d'autres projets, parce qu'on réussit sur le bois énergie ou la méthanisation en Bretagne. Mais du coup, les dividendes reviennent après aux actionnaires de cette société et une partie de ces dividendes peuvent également permettre de contribuer à des actions de maîtrise de la demande de l'énergie. Donc, les projets citoyens reposent sur des piliers qui sont fondateurs de tous nos projets. On veut un ancrage local fort de nos projets. On a des gouvernances qui sont démocratiques et transparentes. On n'a pas de finalité spéculative. Notre but, ce n'est pas de faire de l'argent pour l'argent. On espère en effet dégager des revenus par la vente de l'électricité, mais on souhaite que ces revenus soient d'un ordre raisonnable pour les actionnaires et que les dividendes puissent aussi contribuer à d'autres types d'actions, développer plus de centrales ou faire des actions de maîtrise de l'énergie. On a des exigences environnementales et du respect de l'humain qui sont forts dans nos projets. Et il y a une dimension pédagogique affirmée dans ces projets. J'aime bien dire qu'on ne naît pas en sachant faire un business plan, on l'apprend parce que c'est tout ça aussi qui implique les projets citoyens. Pour faire un focus sur les projets photovoltaïques, il y a différentes étapes dans la vie d'un projet. Au début, on commence par l'émergence du projet et la constitution du collectif de citoyens. C'est des citoyens qui peuvent avoir envie de se lancer dans l'aventure, comme ça peut être une collectivité qui a envie que les citoyens s'approprient les enjeux de transition énergétique et se lancent dans l'aventure. Donc, une fois qu'on constitue le groupe, ça demande un petit peu de temps. Mais après, on commence à identifier les zones potentielles où on pourrait installer des toitures photovoltaïques. On fait des premières études très sommaires au début, et puis on réfléchit à la structure juridique qu'on veut prendre. Donc, en général, au début, les citoyens sont constitués sous forme d'association et après, il y a création d'une société qui est soit une coopérative, souvent une SCIC, ou une SAS, une société par action simplifiée. Voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 2. Après, il y a toute l'étape de développement du projet. Donc là, on voit le dimensionnement des panneaux, les chemins de câbles, est-ce qu'il y a besoin de renforcer la structure ou pas. Donc, il y a toutes les étapes de développement d'un projet. Ensuite, il y a la phase qu'on dit d'avant-travaux. Donc là, on contractualise pour les baux, pour installer la toiture, pour installer les panneaux photovoltaïques sur la toiture. Il y a également les contractualisations avec les assurances, le financement bancaire aussi, c'est là où on finalise le financement bancaire, ce qui permet tout ça de démarrer les travaux. Et après, cette centrale est exploitée pendant 20 ans parce qu'on nous garantit un tarif d'achat sur 20 ans. Donc, en général, quand on fait nos business plans, ils sont sur 20 ans, même si la centrale pourra vivre plus longtemps. Et donc, nous, on prévoit une exploitation à minima sur 20 ans de la centrale tant qu'on a ce tarif d'achat garanti par l'État. Voilà pour les grandes étapes. Ensuite, on voulait vous parler de la place que les collectivités peuvent prendre dans ces projets. Il y a différentes possibilités pour vous. Et ça, c'est vraiment en fonction de vos territoires. On n'a pas à juger en fonction des opportunités locales, de vos capacités aussi à agir. Il y a différentes façons d'accompagner ou de soutenir ces projets. Déjà, vous pouvez être spectateur bienveillant de ces initiatives locales. Après, vous pouvez être facilitateur aussi dans ces démarches en tant que collectivité. Vous pouvez apporter un soutien matériel, ne serait-ce que permettre de faire des photocopies quand il y a des événements qui vont se produire, de permettre par exemple d'imprimer des petits flyers, ça peut être chouette. Donc être relais de concertation et de communication. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un cadastre solaire, voir quel est le potentiel local que vous pouvez avoir sur vos toitures publiques. Ça peut être
intégrer du photovoltaïque dans vos outils de planification et d'urbanisme, et puis appuyer les demandes d'autorisation qu'il peut y avoir. Je vous ai mis à côté la photo de la CISER, c'est un collectif de citoyens et qui a monté une société qui s'appelle la CISER, qui a démarré il y a une dizaine d'années. Donc eux, ils ont eu des tarifs d'achat qui étaient très intéressants à l'époque, même si les centrales coûtaient plus cher. Je ne sais pas s'il y a eu un soutien des collectivités, mais par contre, comme ils génèrent des revenus intéressants chaque année, ils soutiennent d'autres projets citoyens à voir le jour en leur finançant, par exemple, des outils de communication. Donc, il y a un soutien aussi des projets quand c'est possible. Maintenant, c'est vrai qu'ils génèrent un petit peu moins de revenus. Quand on monte un projet citoyen, les dividendes sont quand même relativement faibles, mais à l'époque, c'était intéressant. Ensuite, vous pouvez être contributeur dans ces projets également. Donc, ça peut être légitimer le projet et lui donner de la visibilité. Ça peut être mettre à disposition votre foncier public pour ces collectivités. Ça peut être apporter un soutien humain et technique au projet. Ça peut être mettre en relation des acteurs, être une interface aussi vis-à-vis des administrations dans les différentes demandes d'autorisation. Ça peut apporter un financement complémentaire, par exemple s'il y a des études de structure qui doivent être faites, ça peut être la prise en charge de certains travaux, comme ça peut être également vous porter caution auprès des banques. Alors à côté de ces petits textes, je vous ai mis la photo de Seine-Hélios. C'est un collectif où la commune de Séné a mis à disposition ses toitures. Là, vous voyez un centre multi-accueil où il y a eu une première toiture de 99 kW crête qui a été développée et financée par les citoyens. Depuis, il y a eu une extension d'un petit peu moins de 36 kW crête. Et il y a eu aussi une toiture sur l'école de Séné qui a été faite. Pareil, il me semble qu'elle est moins de 36. Et il y a en gros 170 habitants qui ont investi pour financer ce projet et qui ont investi de leur temps aussi pour le mettre en place et le développer. Ensuite, il y a aussi comme possibilité pour les communes de prendre une participation dans les sociétés citoyennes. Vous pouvez décider de prendre des actions dans ces sociétés citoyennes et donc de participer à la gouvernance de ces projets, d'être pleinement impliqué dans ces projets, voire même de les co-développer. Certaines collectivités ont aussi développé des systèmes de subvention qui étaient dédiés aux projets citoyens. Et donc, à côté, vous voyez les Lucioles, qui est une autre société d'énergie renouvelable, qui est sur le RIA d'Etel. Et dans cette société citoyenne qui est une SIC, plusieurs collectivités, aussi bien communes que PCI, ont pris des participations financières dans leur projet. Donc, ils ont déjà 2 toitures en exploitation, les Lucioles. Ensuite, la collectivité peut aussi décider d'intégrer dans ses documents de planification des objectifs de développement des énergies renouvelables citoyennes ou même d'intégrer des mesures de soutien à ces projets. Donc là, vous avez à côté le projet d'ECOP. Donc là, il y a des démarches en cours sur la planification énergétique sur le pays de Brest et ECOP, qui est la société coopérative citoyenne, travaille en relien étroit avec le pays de Brest qui porte justement cette planification et est intégré pleinement à la démarche du coup. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre exemple qui peut être, à mon sens, intéressant pour vous. C'est la société Kerouac qui a été créée en février 2021. C'est une SAS, donc une société par action simplifiée, qui a été initiée par 4 associations réparties un petit peu partout sur le territoire breton. On a Équerre à Pont-l'Abbé, on a Trégor énergétique à Lannion, on a Dolwatt à Dol de Bretagne et Étoile solaire à Redon. C'est le modèle économique du photovoltaïque, il est compliqué parce qu'on génère très peu de revenus avec la vente de l'électricité. Et donc, il y a eu une volonté de ces associations pour faciliter le développement des projets, de créer un outil juridique qui devienne régional pour pouvoir massifier les projets en Bretagne. Donc, ils sont développés localement
par les associations, mais plutôt que de créer une société et de devoir faire plein de toitures, ce qui n'est pas forcément possible partout, là, ils utilisent l'outil juridique de la SAS Kerouat pour pouvoir monter ces projets. Vous avez la photo du collectif d'Equerre. Donc, il y a les premières toitures qui vont sortir à Pont-l'Abbé avec le collectif d'Equerre dont vous voyez la photo et sur Redon. Et le groupe de Lannion et de Dole sont en train de travailler à leur projet aussi. Mais là, les toitures et la mobilisation financière est en cours pour les projets de Pont-l'Abbé et de Redon. Donc, c'est des projets qui ont été soutenus, enfin, c'est un projet qui a été soutenu par la Fondation de France et les communes peuvent également être partie prenante de la société Kerouat. Par exemple, la commune de La Chapelle-de-Brun, qui est sur le pays de Redon, a été membre fondateur de la société Kerouat, donc, qui a été créée en février 2021 et met à disposition, donc elle a pris des actions dans cette société pour soutenir la démarche et elle met à disposition ces toitures que le collectif d'Étoiles Solaires, du coup, développe, donc il s'occupe de tous les aspects techniques et après exploite sur les 20 années du projet. Voilà pour le retour d'expérience. J'ai essayé d'être brève. Mima, est-ce que tu veux qu'on retente la vidéo? On va retenter la vidéo. Je vais te laisser fermer ton partage d'écran. Tout à fait. Et je vais essayer de lancer. Voilà, j'ai stoppé le partage. Parfait. Alors, de mon côté. Alors, déjà, on va faire ça comme ça. Hop. Alors, on va lui laisser le temps de charger. Réalité. Au début des années 2000, on a développé des énergies renouvelables à titre expérimental et au regard de leur pertinence, eh bien, depuis 2014, on a un plan climat-énergie avec une stratégie très ambitieuse de parvenir à 50% d'énergie renouvelable sur nos bâtiments d'ici 2020, c'est-à-dire l'an prochain, et on va atteindre cet objectif. Tout est parti de là. En fait, on s'est dit pourquoi pas proposer aux Lorientais d'être propriétaires de panneaux solaires. Nous, on se chargeait de les poser en fait sur les toits de nos bâtiments et ensuite de reverser un loyer à ces actionnaires qui représentent en fait le montant de l'électricité consommée. Eux se chargent de collecter des fonds auprès des Lorientais. On est parti sur une première installation sur le toit de l'hôtel de ville. On la voulait symbolique, c'est-à-dire c'est la maison de l'ensemble des Lorientais qui va accueillir les panneaux solaires, propriété des Lorientais. Et vu la pertinence à la fois environnementale et économique, eh bien, on a poursuivi notre feuille de route et on a décuplé en fait les différents projets. Aujourd'hui, il y a 4 installations sur nos bâtiments. Je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut créer à un moment donné. Il nous faut, nous, on a un devoir d'exemplarité au niveau d'une municipalité. On a créé un élan en se disant « Ok, on y va ». Il faut cette unanimité au niveau des élus qui permet aussi de donner carte blanche aux services. C'est sans doute le dernier aspect aussi, je pense, qui est la réussite d'une politique en termes de transition énergétique, c'est la prise de risque. À un moment donné, si on veut être audacieux, si on veut aller très loin, il faut aussi savoir bousculer quelques incertitudes en étant convaincu de la démarche que l'on mène. C'est à la fois très bon au niveau de notre empreinte carbone, très bon pour nos finances, très bon pour l'implication citoyenne. Alors on fonce et on a fait le bon choix. Alors pour ce qui est de l'implication citoyenne, c'est pas tombé du ciel comme ça forcément. Très vite, je me suis converti à l'idée majeure que si on voulait vraiment réussir cette transition énergétique, il fallait vraiment qu'on s'y mette tous. Je pense qu'aujourd'hui, on change de paradigme là et qu'un citoyen, il a surtout pour intention de voter, mais aussi de continuer à s'impliquer. En tout cas, il y a une partie des citoyens qui le demandent fortement aujourd'hui et c'est aux élus de le comprendre maintenant pour que l'ensemble de cette dynamique prenne corps. Des projets, il y en a, mais il y a aussi une première réalisation qui est active, hein, puisque pour se faire la main, ce groupe de citoyens et des nouveaux citoyens, bien sûr, qui sont arrivés entre-temps, ont créé les Survoltés, une société coopérative d'intérêt collectif. Cette société a déjà réalisé une première installation de photovoltaïque sur le toit d'une école. Voilà, donc ça a été un travail, là encore, collectif. Il a fallu qu'on s'adapte. Et aujourd'hui, cette structure coopérative, qui compte à peu près 80 sociétaires, est en train de s'appliquer à réaliser une deuxième installation qui, là, sera en autoconsommation. Dans notre communauté de communes, on a répondu assez rapidement positivement. La communauté de communes a mis des parts sociales dans la coopérative.
des communes aussi ont mis des parts sociales. Et puis sur notre département, on a une SEM qui s'est créée il n'y a pas si longtemps et qui, elle aussi, a pris des parts sociales dans cette coopérative citoyenne. Maintenant, la mayonnaise, elle prend bien. Il faut passer à la vitesse au-dessus, c'est-à-dire que cette coopérative, il faut qu'elle prenne corps vraiment sur le territoire. Moi, je pense qu'il faut faire confiance, ne pas avoir peur. Je pense que les citoyens, quand ils ont en plus un soutien des élus, ça les motive davantage et ça les oblige. Donc, la région Occitanie a donc lancé effectivement… Pardon, excusez-moi. Voilà, on vous présentait juste les retours d'expérience breton, mais c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue qu'on vous mettra en lien et qui est très sympa. Merci Mima pour le calage, c'était parfait, c'est chouette. Je me permets juste de revenir sur un dernier point de ma présentation qui était les liens pour nous retrouver. Donc, voilà, pour trouver normalement le projet de Kerouat, je vous mets les liens pour nous contacter. Donc, comme je vous le disais, nous, on accompagne les collectivités qui souhaitent initier des groupes de citoyens sur leur territoire ou on accompagne les citoyens qui souhaitent monter des projets. Donc, dans toute la montée en compétences juridiques, techniques et financières, on est là pour les soutenir. En réseau, si on met les deux réseaux réunis, Pays de la Loire et Bretagne, il y a, je pense, plus de 70 projets photovoltaïques qui ont déjà dû à peu près voir le jour sur ces deux régions. Et on est là pour vous accompagner. Voilà, je m'arrête là et je me rends disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Merci Amandine. Alors on mettra les liens de la présentation où il y aura vos contacts dans le compte rendu de cette rencontre. On va peut-être passer à la phase d'échange entre les participants. Ça sera aussi l'occasion de poser des questions éventuellement à Amandine de Taradis. Là, l'intérêt de ce temps, c'est que vous puissiez poser vos questions à la fois aux témoins et à Amandine, mais aussi partager peut-être vos réflexions, vos remarques, ce que vous n'avez pas forcément saisi. Et puis peut-être parler aussi de vos expériences qui sont en cours. Voilà, je vais vous laisser la parole. Toujours, vous pouvez poser vos questions via le chat ou en levant la main et Mima pourra faire suivre vos remarques. Je ne sais pas si Mima, tu as quelque chose à ajouter. Non, pas pour l'instant. Je pense que dans la salle, on a des gens qui sont également en projet, donc qui doivent se questionner. Ou voilà, si ce n'est pas de questions, et effectivement, faire peut-être une petite présentation des questions qui se posent ou des projets qu'ils ont en cours. Si toutefois il n'y avait pas de questions, mais s'il y a des questions, je vous invite à vous manifester. On t'entend moins bien, Mima. Bon, si vous avez des questions, voilà. Alors, je crois qu'il y a Madame Guillaume Knotter de Mouet. Alors, je vous invite à ouvrir votre micro puis à prendre la parole. Oui, bonjour, excusez-moi. J'avais une question, parce que nous, sur notre territoire, on a pas mal de problèmes avec l'éolien qui a perturbé des animaux, et au niveau humain aussi. On a aussi ce genre de questions au niveau du photovoltaïque, c'est-à-dire, on produit de l'énergie, effectivement, mais il y a beaucoup de réfractaires en disant que de toute façon, on ne peut pas le recycler. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argumentation ? Parce que c'est toujours pareil. Après, on n'a plus de réponse énergétique. On sait bien que l'énergie, de toute façon, elle n'est pas verte. Elle n'est jamais complètement anodine. Et voilà. Moi, j'aimerais bien avoir aussi un peu d'argumentation en face de ça. Est-ce que vous avez des réponses ? Alors pour répondre à ça, on a quelques techniciens autour de la table. Donc, il y a peut-être Amandine, peut-être qu'il y a Gaëlla Mer aussi de Énergence qui est peut-être aussi habituée à être confrontée à ces questions-là. Amandine, Gaëlla. On ne t'entend pas, Amandine. Pardon, ça y est. Plus fort, c'est mieux. En effet, il faut tout au début, quelle que soit la filière éolien, photovoltaïque, lever les idées reçues. Par exemple, le photovoltaïque est recyclable. Ça ne l'était pas historiquement. Donc, c'est pour ça qu'on a encore cette histoire de
comme quoi les panneaux ne se recyclent pas. Mais maintenant, ils se recyclent à plus de 90%. Il y a une filière en France avec une entreprise qui est dans le sud de la France pour le recyclage des panneaux. Après, on entend des choses au niveau des ondes aussi, ce genre de points. Mais là aussi, c'est beaucoup d'idées reçues. Et donc, un des premiers points quand on initie un projet, c'est justement aussi de répondre à ces questions-là, tant auprès des élus, parce qu'ils doivent aussi être armés et pouvoir défendre les projets qu'ils soutiennent ou dans lesquels ils souhaitent s'investir, qu'auprès des citoyens. Donc, il y a un besoin de s'acculturer à toutes ces problématiques énergétiques et on est là aussi pour accompagner les territoires, du coup. On mettra dans le lien aussi, dans le compte rendu de cette rencontre, il y a des documents très intéressants sur cette question-là qui, comme disait Amandine, peut vous donner des éléments de réponse, des armes pour voilà, avoir des réponses clés en main. Il y a Gaël Lamère qui vient de partager dans le chat un lien vers un site qui est sur la question des recyclages des panneaux. Merci Gaël. Voilà. Et moi, je vous ai partagé un guide réalisé par l'association Amorce en partenariat avec l'ADEME aussi sur voilà, l'élu et le photovoltaïque et qui est un document assez complet dans lequel vous trouverez tout un tas de choses. Je vous invite à vous repérer au niveau du sommaire parce que c'est un document qui est copieux mais qui peut aussi du coup vous fournir des éléments d'argumentaire pour cadrer le débat ou en tout cas poser les éléments. Donc ça, c'est toujours des ressources qui vous seront envoyées dans les éléments de compte rendu. Je crois qu'on avait 2 questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si les personnes souhaitent prendre la parole pour voilà, exposer leurs questions. Et puis, je vois qu'il y a Marc Robert aussi de Cléguérec qui voulait prendre la parole. Alors, est-ce que la personne de Plerguet souhaite poser sa question sur les expériences des parcs photovoltaïques au sol? Oui, bonjour. Oui, la question, en fait, elle est plus parce que nous, on a pas tant des toitures, mais une ancienne déchetterie qui a été comblée, par exemple. Et la question était, est-ce qu'on pourrait, du coup, mettre à disposition ce terrain? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça n'en est pas une? Est-ce qu'il y a une surface minimale? Est-ce que, voilà. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu des expériences de ce type sur des parcs plutôt au sol. Et si je sais que sur les terres agricoles, ça pose énormément de soucis et qu'il n'en est pas question, mais là, sur des anciennes déchetteries qui ont été comblées. Je voulais savoir si c'était possible. Alors, est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse à apporter? Ça peut être dans la salle, hein, vous avez, de par votre expérience aussi. Julien Rioux. Merci. Bonjour. Bonjour. Julien Rioux du Pays d'Avant-Vilaine. Sur cette question-là, il y a à Guignin un ancien site d'enfouissement qui fait l'objet depuis plusieurs années ça a été assez long à se monter, mais un site d'enfouissement de déchets qui a été converti en fait en parc photovoltaïque avec un investissement qui a été porté en partie par la société d'économie mixte du SDE 35 Energive. Et le sujet, donc, le projet a été suivi par le SMICTOM, donc le syndicat de collecte des déchets. Donc, je pourrais éventuellement vous donner des contacts si vous voulez vous rapprocher pour échanger. Merci. Merci. On a une question dans le chat d'un élu de Lanvalet. Je ne sais plus si c'est monsieur ou madame Le Drézin. Je suis désolée, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Je vous invite à prendre la parole. Vous aviez deux questions, peut-être. Oui, bonjour. On a un projet de centre technique municipal avec un réménagement au niveau d'un hangar qui est bien orienté, ma foi. Et là-dessus, le surplus qui serait dégagé avec ces panneaux photovoltaïques, voilà, est-ce qu'il y a des contraintes de vente, je dirais, enfin, le surplus peut-il être
consommer à distance, j'entends ça, parce qu'on avait fait une visite à Languette sur un tracker il y a de ça 1 an, et là-dessus, j'avais cru comprendre, peut-être que je me trompe, que l'énergie devait être consommée dans un périmètre de 200-300 mètres autour de ce tracker-là. Donc, ça, c'était ma première question. Et autrement, sur la filière des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il y a une filière chinoise qui est très, très à bas coût, je dirais, mais derrière ça, est-ce qu'il y a une filière française également qui pourrait aujourd'hui voir le jour et avoir une qualité, un rapport qualité-prix? Merci. Alors, je ne sais pas si on a des éléments de réponse. Guillaume, tu… Eh ben, là-dessus, je ne sais pas. Est-ce que Amandine, ouais, a l'air de… Alors, déjà, pour le photovoltaïque au sol, pour revenir aussi sur la question précédente, le photovoltaïque au sol, le problème, c'est que c'est souvent de l'appel d'offres. Pour ces dossiers-là, ce n'est pas un tarif garanti d'achat. Et donc, c'est vrai qu'on est en concurrence avec le sud de la France pour les appels d'offres. Et donc, c'est des dossiers qu'on soit collectivité, citoyen, d'autant plus, c'est des projets qui sont difficiles économiquement quand on est en concurrence avec le sud de la France. Et l'intérêt de vous rapprocher de votre syndicat d'énergie, c'est par exemple le SDE 35 souhaite mutualiser les installations sur plusieurs centres, enfin lieux en déshérence sur lesquels ils peuvent mettre des panneaux pour faire baisser les coûts. Et du coup, ils ont aussi ouvert ce capital à des collectifs citoyens qui sont impliqués dans ce projet aussi de centrale PV au sol. Donc, il y a vraiment une question de coût en fait, et de concurrence avec le sud de la France pour ces projets-là. Et donc, une étude fine à mener sur le modèle économique. Et après, sur la question de l'autoconsommation, du coup, vous avez l'autoconsommation sur vos bâtiments publics, elle est plus élargie quand vous êtes une collectivité que d'autres, mais en effet, vous avez quand même une zone géographique et il faut une proximité des bâtiments pour pouvoir considérer que vous faites de l'autoconsommation sur vos bâtiments publics. Et si vous montez un projet, vous avez beaucoup d'énergie à revendre en surplus. Attention, le tarif d'achat du surplus est à des tarifs très faibles et donc quelquefois il vaut mieux partir sur un modèle de revente totale parce que le tarif d'achat est meilleur que de faire de l'autoconsommation d'une petite partie de l'énergie produite et faire de la revente de surplus. Donc là aussi, il y a une étude du modèle économique qui est à faire. Et il y a un risque avec l'autoconsommation. Notre but en tant que réseau qui accompagne les citoyens et les collectivités, c'est de massifier les énergies renouvelables. Et quand on fait de l'autoconsommation, on peut se dire qu'on va exploiter qu'une petite partie de la toiture disponible pour juste correspondre aux besoins du bâtiment. Et du coup, on dit aussi qu'on tue le jugement parce qu'on ne va pas exploiter toute la surface possible pour produire de l'énergie. Donc, il y a vraiment des réflexions à mener sur l'autoconsommation et un modèle économique à regarder quand il y a revente du surplus. Voilà, j'espère que ça donne déjà des pistes de réponse. Et une question aussi peut-être. Moi, au niveau des SDE qui sont là, qui peuvent compléter. D'accord. Sur les panneaux chinois et la filière française, la fiabilité des panneaux chinois et l'existence d'une filière française pour les panneaux photovoltaïques? Alors malheureusement, tous les panneaux viennent de Chine maintenant. Il y a eu une époque où l'Europe avait un tarif d'achat supérieur pour les panneaux photovoltaïques de Chine, mais ça n'a pas permis de maintenir une filière européenne compétitive, donc il n'y a plus vraiment. Par contre, vous avez quand même des entreprises qui font de l'assemblage localement. À côté de Lannion, il y a une entreprise qui fait de l'assemblage de panneaux. Donc, vous pouvez faire appel quand même à ces, même si les cellules photovoltaïques sont faites ailleurs, il y a des entreprises qui assemblent les panneaux localement. Il y en a une à côté de Nantes, il y en a une à côté de Lannion. Donc, vous pouvez aussi demander dans vos cahiers des charges à faire appel à ces entreprises plutôt que de faire appel à des panneaux qui ont été montés ailleurs. Mais les modules sont maintenant faits majoritairement en Asie. Mais je ne suis pas experte, donc j'émets quand même des réserves et si quelqu'un veut compléter ou même moduler le propos, voilà. Il y a
il y a une remarque dans le chat, alors elle m'a envoyé directement par un élu de Ploulec qui dit que la recyclabilité du solaire et de l'éolien est très forte. On peut aussi rajouter qu'il faut comparer aux autres énergies. Est-ce que le nucléaire est recyclable, les raffineries, le pétrole, le gaz naturel? Bon, voilà, la question était élargie et c'est vrai que ce n'est pas inintéressant non plus de mettre ça en parallèle. Il y avait une autre question qui était plus précise de Marie Picolin de Saint-Brolâtre, qui est notre commune est dans une zone protégée et ça rend difficile l'installation de panneaux. Y a-t-il un assouplissement prévu pour le photovoltaïque? Là aussi, c'est une question peut-être très précise pour des personnes qui seraient pointues sur la question. On n'aura pas forcément la réponse. Voilà. Voilà. Si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Enfin, c'est peut-être grave pour l'élu de Saint-Brolade, mais peut-être qu'on pourra, nous, de notre côté, y jeter un coup d'œil. J'ai vu que dans la salle, on avait des élus des Pays des Valentes Vilaine et on sait qu'ils ont un projet de travail avec les communes du Pays des Valentes Vilaine. Est-ce que Éric Bourrasso et Julien Rioux pourraient nous dire deux mots sur ce projet en cours qui vient de commencer? Oui, bonjour, Éric Bourrasso. Donc, je suis vice-président Pays des Valentes Vilaine et en charge de la transition énergétique et écologique. Donc, dans notre pays, nous travaillons depuis à peu près 6 ans sur le déploiement d'une politique climat-énergie, hein, et cette politique est traduite à travers notre PCAET. Donc, après 3 ans de phase opérationnelle, on a décidé de faire un premier bilan, donc en 2020. On ne va pas appeler ça un bilan à mi-parcours, puisque les objectifs sont à 2050. Et ce bilan a porté notamment sur la production d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, méthanisation, bois ou photovoltaïque. Et force de constater que les indicateurs de développement de la filière solaire, on voit que c'est timide, en tout cas sur notre territoire, et que c'est porté essentiellement par des installations privées, que ce soit des particuliers ou des entités juridiques. On avait en 2020 900 installations sur notre territoire. Notre territoire, c'est 2 EPCI et 38 communes. On avait une puissance installée de 7,55 MW, donc qui était relativement peu. Enfin, en tout cas, on trouvait que c'était peu. Ce que nous avons décidé également, c'est de jalonner à 2026 ces indicateurs, de telle façon que sur la taille du mandat, hein, on va dire sur le temps du mandat, entre 2020 et 2026, on a un indicateur en fin de mandat qui va permettre de voir si nous sommes sur la trajectoire de 2050, sachant que pour 2050, on a des objectifs qui sont ambitieux, puisque c'est soit 33 MW en seuil bas ou 143 MW en seuil haut. Donc, quand on parle de 7,55, effectivement, on est relativement bas. On a actuellement pas mal de projets de centrales solaires au sol, hein, qui vont nous permettre, en tout cas, de bien améliorer notre indicateur de production, puisqu'actuellement, nous avons à peu près 25 MW en développement sur notre territoire. N'empêche que ce qu'on souhaitait, c'était de lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des communes pour que les communes puissent installer sur leur toiture ou mettre à disposition leur toiture, en tout cas, pour le développement du panneau photovoltaïque. Donc, l'idée, c'était de donner les impulsions à chaque commune. Donc, nous avons mis en œuvre cet appel à manifestation d'intérêt depuis peu. Donc, il y a un courrier politique qui a été envoyé à chaque commune et avec une fiche, hein, un fichier XLS qui permettait d'identifier toutes les communes qui étaient à la fois volontaires, mais aussi d'identifier le patrimoine et de recueillir les données techniques qui permettaient d'estimer cette faisabilité d'installation de PV. Donc, c'est une étude qui sera et qui est réalisée par notre CEP. Et donc, l'objectif, c'était aussi d'identifier et d'anticiper tous les freins potentiels qu'on pouvait avoir sur ce type de projet. Alors, actuellement, donc c'est un projet qui date d'il y a à peu près 3 mois. Sur les 38 communes, nous avons 15 réponses, on va dire 15 communes favorables, en tout cas déjà en première approche, sachant qu'on ne se donne aucun frein. Donc, ça permettra d'avoir soit un investissement communal, soit privé, soit mixte, hein, soit citoyen, comme on l'a vu. On peut aussi engager avec une SEM sur ce type d'investissement. Et on s'autorise aussi forcément soit de la production, soit de la consommation locale. Donc,
L'intérêt pour nous, effectivement, c'est bien, à travers cette AMI, de donner une impulsion à l'ensemble des communes, parce qu'on voit quand même que sur 31 communes, il n'y en a que 15 qui ont répondu. Et donc, si on n'active pas, en tout cas, c'est très compliqué pour les communes. Donc, c'est vraiment, ils ont besoin de cet accompagnement que le pays, à travers l'équipe en charge de la transition écologique et énergétique, qui est pilotée par Julien Rioux, qui nous entend actuellement, que son équipe puisse effectivement accompagner les communes au mieux. Voilà, c'est un peu notre expérience là-dessus, donc qui est encore un petit peu timide, mais qui permet de vraiment donner cette impulsion que nous souhaitons, en tout cas au sein de notre pays. Voilà, je ne sais pas si Julien veut rajouter quelque chose. Non, c'était déjà assez complet. Juste pour faire un parallèle aussi avec la première intervention de Monsieur le maire de Le Sourne, où on a vu qu'en fait, ce genre de projet était intéressant, en tout cas, même s'il y avait de nombreuses difficultés, que c'était long, que les financements, voilà, il fallait aussi les mobiliser. C'était l'occasion aussi de fédérer différents acteurs autour d'objectifs communs. Et c'est aussi ça que nous, au niveau du pays, on souhaite apporter aux communes. C'est à la fois une expertise et de l'ingénierie pour les aider à mettre le pied à l'étrier, répondre aussi à certaines questions sur des idées reçues, voilà, essayer de faire un peu de pédagogie et puis après pouvoir mobiliser différents acteurs, que ce soit oui, les citoyens, les élus, d'autres acteurs du département ou des SDE. Et c'est donc ça l'intérêt aussi de ce projet-là, qui débute, mais qui, je l'espère, va porter ses fruits. Merci pour ce petit témoignage, du coup, qui mettait en relief le rôle que peut jouer aussi les intercos et les pays pour impulser des projets photovoltaïques sur les territoires. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des réflexions face à ce nouveau témoignage ou de nouvelles questions ? Alors, je vous invite à poser vos questions. Je me souviens tout à l'heure, en première partie, on avait M. Buchet de Rochefort-en-Terre qui avait aussi une question un peu technique sur les installations. Ça peut être le moment de poser votre question au groupe si vous le souhaitez. Il y a eu quelques échanges dans le chat sur les équivalents des interlocuteurs, notamment en Loire-Atlantique. Donc, des syndicats d'énergie, vous en retrouvez sur chacun des départements. À la fois breton et de Loire-Atlantique. Donc sur la Loire-Atlantique, c'est le CIDELA. Et comme l'expliquait aussi Amandine tout à l'heure, l'équivalent du réseau Taranis qui agit en Bretagne et le réseau qui s'appelle RECI aujourd'hui, anciennement ECPDL, donc Énergie citoyenne en Pays de la Loire. Et voilà, on vous renverra à tous ces liens pour que vous puissiez impulser vos projets de photovoltaïque, à la fois sur les aspects participatif, comment est-ce qu'on impulse les démarches, comment est-ce qu'on peut associer les citoyens, mais aussi sur ces aspects techniques, ces aspects très, très techniques. On a aussi partagé un lien très intéressant et qui est une mine d'informations, qui est le site photovoltaïque.info, dans lequel vous trouvez toutes les informations. C'est vraiment tenu assez à jour, à la fois sur les tarifs d'achat, sur des éléments techniques, encore une fois, qui peuvent compléter vos argumentaires. Donc, voilà, c'est vraiment un site de référence sur lequel vous trouverez énormément d'informations. N'hésitez pas à vous en saisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait tout à l'heure, oui, peut-être. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Très bien. Oui, bonjour, Marc Europers, maire de Cléguérec. Justement, bon, je profite de la présence de Amandine parce qu'on a sur la commune un projet d'ombrière photovoltaïque avec une société. En fait, donc la société, c'est un programme qui va faire environ une production d'1,2 MW
sur différents sites de la commune. Et donc, la question des élus, notamment de la commune, c'était comment faire participer la population. Donc, c'est toute la question participative, en fait, de la population et de la collectivité sur le sujet, quoi. Alors, oui, donc du coup, là-dessus, on est à même de vous renseigner. Déjà, il y a peut-être un point qui peut être intéressant, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle le financement participatif et le financement citoyen. Le participatif, en fait, ce n'est que mettre de l'argent dans le projet. Et quand on parle de financement citoyen, le terme est galvaudé maintenant, mais c'est citoyens et collectivités qui mettent de l'argent dans le projet, mais sont également présents dans la gouvernance du projet. Et ça, c'est un point qui est quand même important pour les projets de grande ampleur. Projets de plusieurs mégas, c'est intéressant de savoir aussi comment est développé le projet, quel impact il pourrait avoir sur le cadre, sur l'environnement, sur ce genre de choses. Et être dans la gouvernance des projets permet aussi d'avoir accès à l'information. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, nous, on a tendance à essayer de faire, quand c'est des projets privés, quelle que soit la typologie du projet, que les collectivités et les citoyens puissent être dans la gouvernance de ces projets pour l'accès à l'information. Et après, pour le financement, il y a plusieurs modalités de financement. Donc, il existe des financements avec donc la prise d'action. Donc là, quand on prend des actions, on a accès à la gouvernance. Quand on fait appel à des plateformes de crowdfunding, là, en général, c'est du financement simplement et on n'a pas accès à la gouvernance. Et donc, du coup, en fonction de comment est fait le projet, de qui maîtrise le foncier du projet et de son avancée, on est capable de voir quelle est la place que peut avoir le territoire, collectivité et citoyens dans ces projets. Voilà, il y a une question de maîtrise du foncier qui est importante. Si des promesses de baux sont déjà signées auprès d'un développeur privé, photovoltaïque, éolien, c'est plus compliqué de pouvoir avoir la main sur le projet. Quand c'est du foncier public, c'est vous qui pouvez choisir avec qui vous décidez de faire ce projet. Et ça, c'est un intérêt du coup pour les collectivités. Donc, si vous voulez, on peut reprendre contact à côté en parallèle pour vous expliquer un peu plus en détail tout ça. Là, j'ai essayé de donner une réponse globale qui puisse aiguiller tout le monde, mais on se tient à votre disposition si vous, pour avancer sur ce sujet avec vous, si vous le souhaitez. On a posé une question, Amandine, il y a quelques semaines, mais malheureusement, on n'a pas eu de retour. Alors, je m'en excuse, ça c'est de ma faute. J'ai dû m'absenter de mon travail pendant quelques temps suite à un accident de voiture et j'ai un peu retrouvé sous l'eau. Donc, ma collègue a essayé, donc Yona Luguet a essayé de faire au mieux. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de retrouver votre mail. Je suis revenue depuis 15 jours et on essaye de raccrocher les wagons et on s'excuse. Hein. On a essayé de faire au mieux durant cette période un peu longue d'arrêt de travail. Donc, je vais retrouver votre mail et je vais me permettre d'y répondre. Je vais retrouver votre mail et me permettre d'y répondre dans ces cas-là. Très bien, merci. Mais oui, pas de souci. Et excusez-nous du coup pour ce contretemps. D'habitude, on répond à tout le monde assez rapidement. Alors, je vois que dans le chat là, de la discussion, on a deux questions. Donc, une question de Christophe Bernard de Breteil. Y a-t-il des communes ayant essayé un modèle avec une partie des bâtiments en autoconsommation et d'autres en revente? Donc là, on est sur voilà, peut-être si vous avez connaissance les uns ou les autres, d'un retour d'expérience de ce type-là. Je ne sais pas, peut-être. En soi, il faudrait pour moi, mais je ne suis pas experte, plusieurs compteurs. Un compteur qui fasse l'autoconsommation et un compteur qui fasse la revente pour que ce soit possible. Et je sais que par exemple, quand on fait de la revente, quand on installe la toiture, avant d'agrandir la toiture, il faut que 18 mois se passent avant de pouvoir remettre une installation qui agrandit la toiture. Donc sinon, il y a soit une question de deux compteurs, soit une question de délai dans le temps pour pouvoir mettre en parallèle ces deux installations. Merci pour ta réponse, Amandine.
Alors ensuite, on avait une question. Donc évidemment, on n'a pas les réponses à toutes vos questions qui sont parfois très très techniques. Encore une fois, on vous renvoie vers vos interlocuteurs, que ce soit les CEP ou les SDE, voilà, qui sauront peut-être plus précisément répondre dans le contexte à vos questions. On avait dans le même genre de questions assez techniques la question de Serge Buchet sur faut-il définir un périmètre de non-plantation de végétaux, d'arbres autour des panneaux et sur quelle distance, j'imagine, pour garantir la pérennité de l'exposition. Alors, je pense qu'effectivement, c'est déjà étudié au démarrage de l'installation des projets. Bon, voilà, je ne sais pas si on a une question à apporter, une réponse à apporter là-dessus. Amandine, peut-être? Il y a Jean-Roussel de Ploulet qui a répondu. Ah, pardon, parce que je n'avais pas vu. Il y a la question des ombres fortes. Il dit les masques potentiels sur une centrale doivent être bien évalués dès la genèse du projet. Et l'impact sur la production n'est pas anodine en cas de masque, et donc un impact sur la rentabilité. Donc j'imagine que la taille des végétaux qui sont plantés aux alentours d'une centrale doivent être évidemment évalués au moment de la plantation. Pour les plantations a posteriori, évidemment. Tout à fait, c'est des ombres projetées qui vont du coup faire qu'il y aura moins de soleil sur une partie des panneaux, donc moins de production d'énergie, et ça doit être anticipé. Et attention, c'est que les panneaux vont vivre 30 ans, un arbre pousse en 30 ans. Donc, il faut bien prendre en compte aussi le développement de l'arbre dans l'installation de votre centrale. Autant une cheminée ne poussera pas, mais un arbre peut pousser. Alors, je vois que Christophe Bénard a apporté une précision. Peut-être, si vous voulez prendre la parole pour expliciter clairement votre question, que je n'ai peut-être pas retranscrit comme il faut, je vous en prie, prenez la parole. Bonjour. En fait, on a des bâtiments qui sont assez éloignés les uns des autres, avec certains qui pourraient être en autoconsommation, comme la cantine, l'école, la mairie, et d'autres qui sont moins utilisés, qui utilisent moins d'électricité, tels que les locaux techniques, qui à ce moment-là pourraient servir à la revente. Est-ce que je me suis bien exprimé? Là, je pense qu'il y aurait un intérêt pour l'autoconsommation, en effet, parce que vous avez le droit d'équiper une toiture et d'avoir plusieurs bâtiments qui autoconsomment l'énergie produite par cette toiture. Donc, il y a une zone géographique possible, mais donc s'ils sont proches les uns des autres, sans doute que vous pourriez faire une toiture qui puisse être intéressante pour que l'énergie soit autoconsommée dans plusieurs bâtiments et que sur les autres bâtiments, donc là avec un autre compteur, vous pourriez refaire du coup de la revente totale. Comme c'est des bâtiments différents, il y aurait forcément des compteurs différents. Donc ça me semble envisageable dans ce contexte-là. D'accord, merci. Le mieux vraiment, c'est vos SDE ont des compétences techniques vraiment bien supérieures aux miennes là-dessus, et c'est d'interroger vos SDE. Ils peuvent être d'un vrai secours sur ce genre de questions. D'accord, je vous remercie. Monsieur Vidlot, peut-être vous souhaitiez intervenir? Oui, un petit complément sur les sujets d'autoconsommation et d'autoconsommation de proximité. Il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs statuts juridiques et plusieurs branchements. Et là, je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il faut effectivement se rapprocher des SDE et éventuellement des bureaux d'études selon les bâtiments. Tout à l'heure, en autoconsommation et production pour revente sur les bâtiments, on a ce cas de figure notamment sur notre restaurant scolaire, parce qu'on a déjà une centrale photovoltaïque, mais avec une revente totale et un ancien contrat qui existe. Donc, en fait, on va intégrer notre restaurant scolaire dans notre nouvelle grille, alors qu'il y aura une centrale existante qui va continuer à fournir et avec une revente totale. Donc ça, c'est possible, mais ça veut dire aussi deux compteurs. Et de l'autre côté, vous avez possibilité pour, par exemple, si vous avez une superficie propice à l'installation de panneaux photovoltaïques, mais sans consommation sur le bâtiment, donc pas de notion d'autoconsommation, de faire de la production. Et si vous avez d'autres bâtiments communaux dans un giron assez proche, vous avez des conditions spécifiques d'achat-vente et de considération justement de l'autoconsommation pour tous ces bâtiments-là. Mais là, c'est relativement technique et c'est des nouvelles dispositions. Quand je dis nouvelles, si elles datent d'un an ou deux,
Et bon, là, je n'ai pas la spécificité, enfin, je n'ai pas la connaissance ni technique ni juridique sur ce domaine-là. Je sais que ça existe et je vous invite plutôt à voir vers vos CEP ou s'ils le connaissent, et aussi vers comment dire, les syndicats d'énergie de vos départements respectifs qui pourront vous aider. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions ou des remarques ou partager, partager les projets qu'ils ont en la matière, hein, peut-être? Savoir si, si ça a pu aussi les éclairer, ces témoignages sur le cheminement de leur réflexion ou sur leur avancée de projet. S'il n'y a pas d'autres questions, Mima, peut-être qu'on peut conclure. Je te laisse. Voilà, alors pour conclure, j'avais moi 2 choses à vous dire. Je vais vous envoyer donc dans le chat, et puis on vous renverra avec le compte-rendu également un formulaire d'évaluation de ce webinaire, hein. On est toujours dans le souci d'améliorer le fonctionnement, et voilà, donc vos remarques seront les bienvenues. Je voulais également vous faire suivre, pour rappel, qu'on organise un second webinaire sur la thématique des énergies et des projets d'énergie renouvelable de territoire, cette fois-ci sur les projets éoliens de territoire. Donc, il y aura lieu mardi prochain sur le même format horaire. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit, il n'est pas trop tard. Je vous invite à le faire. On sera sur le même format de témoignage de territoire, et puis avec également un apport du réseau Taranis sur plus spécifiquement monter des projets éoliens citoyens. Voilà, je vais vous envoyer le lien vers le formulaire. Il vous sera envoyé par mail également si vous n'avez pas le temps de le saisir dans la foulée. Et puis, pour moi, c'est terminé. Donc après, je crois qu'on donne la parole à Emmanuel. C'est ça, pour clore le webinaire. C'est ça, écoutez, c'est en tout cas un webinaire très intéressant pour moi aussi, qui suis en train de travailler sur le sujet sur ma commune pour l'autoconsommation collective sur des bâtiments communaux. Ça m'a apporté quelques éléments. Donc, merci beaucoup à la commune de Le Sourn et de Plouguerneau pour leur partage d'expérience, et également donc, pour l'animatrice du réseau Taranis d'avoir pu présenter ces projets citoyens. C'est vraiment très enrichissant. Et puis, pour les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes de Brulette, j'espère que ça a pu vous convaincre de l'intérêt de participer à ce réseau en termes de partage d'expérience. Voilà. Bon appétit à tous, et puis au plaisir de se rencontrer en vrai aussi pour des visites, parce qu'on a des cycles de visites qui seront organisés, espérons-le, si les conditions sanitaires le permettent. Voilà, en effet, et qui seront diffusés dans les prochaines brèves, a priori, je pense, de début mai, si tout va bien. Voilà, donc vous serez au courant de ces visites. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Merci Amandine aussi.